Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Voilà, nous y sommes. C'est très symbolique et avec un peu d'émotion puisque nous repartons pour une prochaine saison des Clés de la Ville. On va bouger chaque mois dans les villes. On va parler toujours d'immobilier, on va parler d'urbanisme, on va parler de patrimoine, on va parler aussi d'architecture. L'idée, c'est de vous faire découvrir ces villes, ces territoires et puis de donner envie. C'est très important. Eh bien, c'est l'occasion de faire un focus sur le Grand Paris. Quels sont les principaux projets résidentiels dans le neuf? Comment se porte l'activité dans l'ancien dans un contexte d'instabilité économique, politique et sociale? C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Aujourd'hui, donc, nous recevrons pour Nexity le directeur général de la région Île-de-France, Joris Delapierre, et pour les notaires de France, Nathalie Couzigou-Suas, qui est porte-parole pour le CSN. Et pour cette première, comme grand témoin, eh bien, nous sommes très heureux de recevoir Stéphane Defaille. Cette année est une année particulière, vous le savez, puisque les maires de France entrent ce qu'on appelle en réserve électorale. Ça veut dire quoi, réserve électorale? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre la parole directement dans leur ville. Mais on s'est dit avec Olivier, nos amis du Figaro et l'équipe de rédaction de Radio Imo, qu'on ne pouvait pas ne pas aller dans les territoires, bien évidemment. Là, on va commencer ici notre tour de France, ici à Asnières, au siège de Nexity, un immeuble en ossature bois qui augure bien d'ailleurs de l'innovation, de l'ingéniosité des promoteurs aujourd'hui à aller vers des modes constructifs innovantes. Alors, nos partenaires sont des experts des territoires et des enjeux dans le domaine de l'immobilier. Tout d'abord, Nexity, premier promoteur immobilier de France, spécialiste de l'immobilier neuf, mais qui est avant tout un acteur de la ville, un acteur de la régénération urbaine avec des actions menées en faveur de la réhabilitation, de la transformation en fait de l'existant. Et nous verrons tout au long de cette saison 6 les opérations immobilières résidentielles, notamment les plus emblématiques. Et puis, les notaires de France, avec le CSN, tiers de confiance, dans chaque ville-étape, un représentant du Conseil supérieur du notariat pour nous apporter son éclairage sur le marché immobilier à l'échelle locale, mais aussi régionale, et nous donner, bien sûr, ce qui est important, des conseils pratiques quand on souhaite vendre ou acheter son bien immobilier. Le CSN, j'ajoute, est soutenu cette année dans cette édition des Clés de la Ville par la Banque des Territoires. Et puis, donc, nous serons reçus, c'est le principe, une fois par mois, en alternance, par le groupe Nexity dans l'un de ses sièges, et puis par les notaires de France dans l'une des chambres départementales. On a les traditions, c'est de faire toujours un reportage en images pour expliquer par l'image justement comment on aborde la vitalité du territoire. Un reportage signé Alexandre Burkhardt et Grégoire Darico. Je vous propose qu'on l'écoute maintenant. L'Île-de-France, c'est une région à part, à la fois cœur battant de l'économie française et territoire en perpétuelle tension sur la question du logement. C'est ici que se concentrent les sièges sociaux, les grands groupes, les centres de décision. L'Île-de-France est un moteur économique majeur, mais aussi un aimant démographique puissant. Chaque année, des dizaines de milliers de nouveaux arrivants s'y installent, attirés par l'emploi, les services, la culture et surtout l'idée d'un avenir possible. Mais cette dynamique crée une progression constante sur le foncier, sur les prix, sur les capacités d'accueil. Trouver un logement en Île-de-France, c'est souvent affronter un parcours à obstacles entre rareté, délai, coûts élevés et exigences administratives. Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette 6e saison des Clés de la Ville. Pour ce premier épisode, nous sommes à la Défense, puisqu'on vous emmène à travers l'Île-de-France. On voudrait avec vous visiter et analyser son offre culturelle, son offre économique et évidemment son offre immobilière. Alors si vous aviez bien suivi la saison 4 des Clés de la Ville et notre petite virée parisienne, on s'était justement arrêté ici. Nous sommes sur le parvis au pied de la Grande Arche. Je vous propose d'entamer avec nous cette 6e saison des Clés de la Ville. Épisode 1, c'est parti.
Monsieur Fromentin, merci beaucoup de nous accueillir ici à l'hôtel de ville de Neuilly-sur-Seine. Vous connaissez Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly. Nous, on vient interroger Jean-Christophe Fromentin, l'étudiant qui s'est penché sur la crise des quartiers d'affaires, préfiguration d'un nouveau cycle socio-territorial. C'est le titre de votre thèse qui a été présentée et soutenue publiquement le 7 juillet 2025. Une première question, monsieur le maire, sur la fonctionnalité de la défense que vous décrivez comme obsolète. Qu'entendez-vous précisément par cette obsolescence? Est-ce que c'est sur le plan économique, sur le plan de l'usage ou du modèle urbain? C'est-à-dire qu'il y a, depuis le début du XXe siècle, le monde des affaires, le monde tertiaire, se faisait principalement dans des bureaux. Les bureaux pour des banques, des bureaux pour des assureurs. Et cette incarnation du secteur tertiaire par les bureaux a petit à petit évolué vers finalement un système qui s'est plateformisé, qui s'est inséré dans des systèmes de réseau, dans des systèmes algorithmiques. Donc on a un phénomène de désintermédiation qui marque l'évolution de ce secteur tertiaire. Et on a un autre système qui vient à émerger, c'est un système plus informel, plus finalement de rencontres, qui n'a pas besoin de bureaux, qui fuit même les bureaux et qui privilégie plutôt des lieux de convivialité dans lesquels se font les affaires. Et donc vous voyez, un système qui était vraiment incarné par les bureaux comme lieu transactionnel, lieu d'intermédiation, est un système qui est aujourd'hui tiraillé par des plateformes algorithmique, beaucoup plus rapide en termes de transactions ou d'intermédiation, et en revanche de l'autre côté, par de la convivialité, des rencontres qui sont bien entendu fondamentales dans la vie des affaires. Une région qui fait face à une double exigence, loger mieux et loger plus. Alors sur certains territoires, la tension est extrême. Dans d'autres, les projets émergent parfois avec difficulté. Les municipalités doivent arbitrer entre densification, acceptabilité sociale et qualité de vie. Et puis partout, la question reste la même. Comment construire une ville qui accueille sans exclure ? Parce que les lignes bougent, le Grand Paris Express reconfigure les mobilités. Les zones temps friches deviennent des pôles d'attractivité. Et certains quartiers prennent de la valeur, quand d'autres amorcent une mue plus lente. Derrière les grues, les projets urbains racontent une ambition, celle d'une région plus équilibrée, plus connectée et plus durable. Mais les défis sont nombreux. Le ZAN, les impératifs écologiques, les résistances locales, il ne suffit plus de construire, il faut maintenant convaincre, intégrer, transformer sans brutaliser. L'économie, elle, avance vite. Les entreprises cherchent des locaux adaptés. Les jeunes actifs veulent vivre près de leur lieu de travail ou d'une ligne de métro efficace. Le télétravail redistribue les cartes, crée de nouveaux besoins, des logements plus modulables, des quartiers où l'on peut à la fois habiter, travailler et respirer. Voilà les amis, je suis ravi de vous accueillir ici dans le quartier des Bruyères. On est à cheval sur 3 communes entre Courbevoie, Asnières-sur-Seine et Bois-Colombes. Le quartier des Bruyères, c'est un quartier qui est intéressant, d'abord parce qu'il offre une mixité des usages. Vous avez ici des commerces, vous avez ici des logements et vous avez ici des espaces de travail. De nombreux bureaux et de nombreuses entreprises se sont installés dans ce quartier des Bruyères. C'est un quartier moderne et c'est un quartier qui est connecté. On est juste à côté de la prochaine gare de la ligne 15 du Grand Paris Express. Non loin de là, vous avez la ligne J ou la ligne L qui relie ce quartier des Bruyères à la Défense ou encore à Saint-Lazare. C'est un quartier qui est donc connecté à son environnement, connecté à Paris et connecté à sa banlieue. Si 80% des villes actuelles existaient à l'Antiquité, c'est bien parce que ce n'est pas l'économie qui fait la ville, mais c'est plutôt la ville qui fait l'économie. Et quand on regarde dans l'histoire, en fin de compte, la ville, elle tient d'éléments, elle résiste parce qu'elle a des éléments qui ne sont pas des éléments économiques, mais ce qu'on appelle des éléments symboliques, culturels, sacrés. Et la Défense, elle marque finalement une époque, elle marque le XXe siècle avec ses tours, cette densité et cette morphologie très particulière. Pour autant, oui, gardons finalement ce moment et puis sanctuarisons, sacralisons un peu ça et recréons une attractivité autour de ça. Direction Boulogne-Billancourt cette fois, on est juste à côté du quartier du Trapèze, un quartier qui est récemment sorti de terre et qui mêle bureaux, logements encore une fois. Et puis derrière moi, vous voyez la scène musicale, un des symboles peut-être de cette offre culturelle pléthorique ici en Île-de-France. Et puis pour les professionnels de l'immobilier, la pression, elle est constante.
être au bon endroit au bon moment, saisir les signaux faibles, identifier les zones à potentiel, anticiper les cycles, mais aussi composer avec des contraintes toujours plus fortes comme les normes, les régulations et les attentes sociétales. Dans ce contexte, les marges se resserrent, il faut alors innover, réhabiliter, repenser les usages, les résidences évolutives, les nouveaux matériaux, les écoquartiers, autant de pistes explorées mais pas toujours viables économiquement. Et puis bien sûr, il y a les habitants, ceux qui cherchent un premier logement, ceux qui veulent rester près de leur famille, de leurs emplois, de leurs habitudes, ceux qui espèrent un cadre de vie plus serein. Pour eux, la question du logement est souvent une affaire de compromis, un équilibre entre le possible et le souhaité. Parce que vivre en Île-de-France, c'est accepter une forme de tension permanente entre vitesse et immobilisme, entre innovation et lourdeur administrative, entre ambition politique et contraintes locales. Mais c'est aussi participer à une aventure collective, celle d'une région qui, malgré ses blocages, reste un laboratoire urbain à ciel ouvert. Les modèles économiques sont cycliques, c'est-à-dire que vous avez des modèles qui durent 50 ans, un siècle et demi. On est à la fin d'un cycle, je pense, un cycle on appelle fordiste, y compris un cycle tertiaire fordiste, massifié, une réflexion stratégique, une vision, avec une bonne compréhension de ces grandes mutations sociétales qui sont majeures, qui ne sont pas des évolutions paramétriques, qui sont beaucoup plus que ça, qui sont des véritables transformations des manières de vivre, des manières de faire du commerce, des manières de faire des affaires, des manières d'échanger, et qui mettent aussi en jeu nos singularités. C'est-à-dire que si on veut faire un quartier d'affaires comme les autres, comme il y en a des beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts en Asie par exemple, on n'a aucun avenir. Enfin, c'est pas la peine. Si on dit, mais nous on a finalement quelque chose que personne d'autre n'a au monde, un axe incroyable qui attire des dizaines de millions de touristes par le monde, qu'il faut détendre, qu'il faut étendre, qu'il faut améliorer, et donc on va poser à la Défense finalement une part, un jalonnement, une part de ce patrimoine qu'on va faire vivre et rayonner. Là, on aura un vecteur stratégique et après, oui, des éléments normatifs et législatifs seront contingents. On est ici sur l'avenue Charles de Gaulle, qui est un parfait trait d'union entre Paris et la banlieue. Pendant ce reportage, on a parlé d'immobilier, évidemment, on a parlé de logement, on a parlé de dynamique des territoires, on a parlé de dynamique économique. Bref, l'Île-de-France, un territoire en mouvement où chaque projet, chaque quartier, chaque décision façonne la ville de demain. Une ville où le logement n'est plus seulement une case à cocher, mais une condition essentielle d'attractivité, de cohésion et de résilience. Je vous propose qu'on entre directement, finalement, qu'on mette un peu les pieds dans le plat. En tant que directeur général de Paris Grand Paris Aménagement, vous avez affirmé que l'établissement est totalement engagé, je précise, mot, pour un choc du logement. C'est beaux propos. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez par ce choc et quelles sont aujourd'hui, très concrètement, les opérations clés que vous pilotez pour répondre justement, vous l'avez vu dans le reportage, à la forte pression, parfois schizophrénante, que vivent les Franciliens en Île-de-France. En fait, pour répondre à cette question, l'Île-de-France, déjà, c'est un grand paradoxe. Parce que, à la fois, tension sur le logement qui est extrêmement puissante. Cette tension, elle n'est pas répartie partout. C'était d'ailleurs bien pointé dans le reportage. Et donc, il y a à la fois un besoin qui est là, et en même temps, il y a énormément de mètres carrés qui sont là aussi. Des bureaux vacants, mais pas que des bureaux vacants, des logements vacants, des logements qu'il s'agit de réhabiliter. Et donc on a un besoin collectif, pas que nous, Grand Paris Aménagement, d'avoir une action qui soit une action ciblée, précise, mais aussi massive. Ciblée, c'est d'abord assumer que l'Île-de-France, c'est un territoire multipolaire. Jean-Philippe Dugouin-Clément, président de Grand Paris Aménagement, mais aussi vice-président de la région Île-de-France, il a piloté le SDRIFE. Également maire de Mennecy. Également maire de Mennecy, tout à fait. Le SDRIFE, c'est-à-dire outil, le sigle est barbare, mais... Alors, schéma directeur... de la région Île-de-France. De la région Île-de-France. Le E étant environnemental, et c'est tout à fait assumé, qui assume finalement c'est quoi la vision de la région pour son développement urbain. Et met en exergue le besoin d'intervenir à toutes les échelles, pas uniquement dans la zone dense. Nous intervenons aujourd'hui sur Évry, sur Meaux, sur Mantes-la-Jolie. Ce sont ces territoires-là qui ont d'autres dynamiques que ce qui va se passer à Neuilly-sur-Seine, à Asnières, ou dans... Est-ce que vous voulez dire en substance qu'on va se loger, si je simplifie volontairement le propos, plus facilement à Mantes-la-Jolie qu'à Neuilly-sur-Seine, vraisemblablement. En fait, le cœur du sujet, c'est
comment est-ce qu'on répond aux besoins et aux envies des habitants? D'abord des gens. Parce que notre objectif, tous les acteurs de la fabrique de la ville, c'est pas de produire de l'immobilier, c'est pas de couler du béton ou de couper du bois pour le mettre dans des immeubles aussi beaux que celui qui nous accueille. C'est d'abord de répondre aux besoins des gens. Et le besoin des gens, c'est d'abord un bassin de vie, c'est d'abord de l'emploi. Et même si la région Île-de-France est sans doute celle qui l'a mieux innervé en termes de transport en commun, c'est absolument incroyable la capacité qu'on a à aller n'importe où. Bien sûr. Je rappelle un chiffre, hein, à la Défense, 8 millions d'habitants qui sont à moins de 45 minutes en transport de la Défense. C'est colossal. Mais le désir des gens, c'est souvent d'habiter près de leur travail, d'habiter dans un bassin de vie où ils vont trouver ce qui leur fait plaisir. Et de ce point de vue-là, il y a des manières de vivre différentes. Et notre conviction, c'est que d'abord, il faut répondre à la réalité de ces besoins territoriaux et on va pas faire la même chose quand on est à Évry ou quand on est à Aubervilliers, quand on est à Moret-sur-Loing, à Orvannes, quand on est à Fontainebleau. À chaque fois, il faut respecter aussi une identité des territoires. Oui, alors justement, s'adapter, c'est aussi innover avec, pour poursuivre justement ce fil et cette volonté de produire des logements qui soient écologiquement responsables, socialement inclusifs et surtout économiquement abordables. Grand Paris Aménagement, vous êtes un groupement d'aménageurs au service donc des maires et des collectivités. On sait qu'il y a des difficultés à construire, faire sortir des logements de terre. Vous faites partie aussi de ceux qui disent on peut lancer des idées, on peut innover. Et vous avez lancé un défi qui s'appelle le Challenge 50, ouvert aux professionnels de l'immobilier avec cette idée, c'est de proposer des pistes pour construire 50% moins cher, une carte blanche donnée aux acteurs de la fabrique de la ville pour relever ce défi de transformer, de proposer des modèles pour produire mieux et moins cher. Alors, vous avez lancé ce Challenge 50, c'était il y a quelques mois. Est-ce qu'on peut déjà avoir un premier bilan de cette opération assez innovante? Oui, alors d'abord, nous avons nous-mêmes été surpris. Parce qu'effectivement, faire 2 fois moins cher en faisant mieux, puisque c'est ça le contrat. On avait donné 1 mois aux professionnels pour se mettre ensemble pour répondre, et on a été débordé de réponses, et débordé de réponses intelligentes, avec un point commun à toutes les réponses, c'est décloisonner des métiers qui sont habituellement travaillent en silo. Le promoteur, l'aménageur, le notaire, l'architecte, la maîtrise d'œuvre technique, celui qui va maintenir les équipements pendant la durée de vie de l'immeuble. Tous ces acteurs, y compris l'investisseur potentiel. Y compris l'investisseur. Tous ces gens, souvent, ne se parlent qu'à un moment donné, 2 à 2, alors que pour résoudre ces problèmes, il y a besoin vraiment de raisonner de manière systémique. Juste un chiffre, moi, qui me fascine et me terrifie à la fois. Dans le monde du bâtiment, la productivité depuis 1965, donc on parle pas de quelque chose de récent, a diminué de 11%. Dans le même temps, l'économie générale, c'est plus 269%. Et ça tient non pas à ce que les acteurs ne sont pas compétents, non pas à ce qu'ils n'innovent pas. Au contraire, on a des grands professionnels dans tous les domaines. On a parmi les plus belles entreprises de bâtiments du monde, de toute taille, des grandes, des petites. Par contre, aujourd'hui, un bâtiment, c'est toujours un prototype. On réinvente tout, et surtout, les acteurs ne sont pas fédérés pour travailler, optimiser. Chacun optimise sa part du gâteau, mais on ne va pas chercher l'intelligence de l'industriel qui va pouvoir venir alimenter le début de la chaîne. Or, vous l'avez dit, le sujet majeur, c'est comment est-ce qu'on construit moins cher, c'est-à-dire comment est-ce qu'on répond là aussi à ce besoin primaire des gens de se loger par rapport à leurs moyens et de se loger dans des bonnes conditions, c'est-à-dire sans sacrifier les qualités. Et pour répondre clairement sur des exemples, on n'en est pas encore complètement à la réalisation. Les 5 premiers terrains sont quand même en train d'être travaillés avec un objectif de permis de construire déposé au mois de mai prochain. Donc on est dans le concret. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la diversité des problématiques qui sont travaillées. On a aujourd'hui
des sujets autour de la maison individuelle. Même en Île-de-France, la maison individuelle, elle répond aux désirs de beaucoup d'habitants. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois réhabiliter un patrimoine? Comment est-ce qu'on fait pour assumer qu'on peut faire de la densification intelligente sans nécessairement toujours construire en étage dans des tissus pavillonnaires où c'est pas le désir? Tout à fait. C'est une très très belle opération portée par Dracanea, un groupement du nord de la France d'ailleurs, qui vient associer rénovation d'une maison et extension et création d'une nouvelle maison sur la parcelle. Ibana, qui est un promoteur qui travaille avec son équipe autour du fait que le volume même du logement peut évoluer au cours du temps. Cas typique, famille avec des enfants en garde partagée. Quand les enfants sont là, on a besoin de chambres. En fait, on évoque la modularité du logement. Exactement. Il y a quelques exemples d'ailleurs qui ont été promus notamment par une filiale d'Arkea, qui s'appelle Arkea Flex. Tout à fait. Avec le logement alvéolaire. Oui. Alors, bien évidemment, quand on parle des Japonais, rassurez-vous les amis, on va pas vous mettre dans les tubes à la sortie des gares, etc. Voilà, on parle simplement le fait que, effectivement, vous avez raison, des appartements qui font 300-400 mètres carrés, des fois 100 mètres carrés ou peu importe la taille, peuvent être en fait réversibles dans une certaine mesure et permettre justement. Alors on va enchaîner, si vous voulez bien, sur le sujet, parce que le contexte économique Île-de-France est aussi un miroir à la fois anthropologique et démographique sur la situation du pays. Télétravail, nouvelle mobilité, mutation des quartiers. Les professionnels de l'immobilier aujourd'hui observent de près, bien évidemment, ces transformations. Parfois, ils en sont un peu victimes, parce que il n'a échappé à personne que depuis quelques années, le logement neuf traverse une crise extrêmement grave. Pour être très clair, le marché s'est réduit de moitié. Donc forcément, le nombre de players est aussi en train de se réduire de moitié, ce qui n'est pas simple, puisque ça met quand même et ça détruit quelques milliers d'emplois, sans compter les destructions massives d'emplois dans la construction. Mais ça, vous le savez déjà. Aujourd'hui, j'aimerais vous questionner sur les critères de localisation d'offres dans le logement que vous identifiez. La proximité des transports, la flexibilité des logements, la mixité fonctionnelle. Vous l'aviez évoqué en disant effectivement que le souhait des personnes, c'est finalement d'être à 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure de son boulot, bien évidemment. Alors quand c'est possible, bien sûr, et vous le savez les amis, c'est génial. Mais en moyenne, effectivement, vous l'avez dit, le nœud urbain des transports permettent d'être à une encablure pour plus de 8 millions d'habitants, environ à 45 minutes, etc. Comment vous tenez compte de ce phénomène-là? Et j'y ajouterais, un peu à l'instar de ce que disait Jean-Christophe Fromentin dans cette nouvelle anthropologie qui est en train de naître, est-ce que c'est pérenne finalement ces nouveaux usages? Est-ce que vous pensez, vous, avec le recul du professionnel de l'aménagement que vous êtes, qu'on a vraiment basculé dans un autre univers, mais qui va du mode constructif à la construction hors site finalement, et tout ce qui est en train de se générer, et que va naître demain peut-être un nouveau marché pour les promoteurs immobiliers, vous le souhaitez en tout cas pour eux? Alors, clairement, nous, notre conviction très forte, c'est que celui qui connaît le mieux son territoire, ses besoins, c'est le maire. C'est le maire. Alors d'abord parce que il est légitime. On est en démocratie. C'est lui qui incarne la volonté. Alors le maire, il a besoin aussi d'être éclairé. Et là-dessus, la région Île-de-France déborde d'outils. Je vais en citer qu'un seul, l'Institut Paris Région, par exemple, qui est la plus grande agence d'urbanisme d'Europe, qui vient amener de la data, des informations aux maires. Et nous, on s'appuie beaucoup sur ces éléments pour éclairer. On va clairement pas faire la même chose dans tous les territoires. Une autre réalité qu'il faut, qui est essentielle, c'est que il y a l'accession à la propriété, qui est importante. Elle répond à ce désir de beaucoup aussi d'habitants. Puis il y a des territoires où il y a aussi une question d'investissement. On sait qu'aujourd'hui, l'investissement, il est en panne. Alors, les bailleurs sociaux sont au rendez-vous. Les investisseurs institutionnels, ils n'ont jamais été très nombreux en France, en tout cas pas depuis les années 90. Et il faut ramener aussi des investisseurs, que ce soit des particuliers, mais aussi des investisseurs institutionnels. Bien sûr. Aujourd'hui, on a une expérimentation autour d'Evry où on va voir les entreprises. Parce que le logement, c'est aussi une question d'accès à l'emploi, et pour les entreprises, c'est de capacité de recrutement. Et on va voir les entreprises pour voir avec elles comment on pourrait sécuriser de l'investissement immobilier, flécher des logements pour les salariés. Pour des salariés qui peuvent être des cadres supérieurs,
pour des salariés qui sont aussi ce qu'on appelait Ils pourraient acquérir, par exemple, je parle bien d'investissement. Là, plutôt sur du marché locatif, parce que sur des territoires typiquement comme Évry, le premier frein, c'est venir sur le territoire pour quelqu'un qui ne connaît pas. Oui. Et un jour, il sera sans doute propriétaire, et ce qu'on peut lui souhaiter. Mais c'est vrai pour des métiers en tension, mais n'oublions pas que les métiers du quotidien, ce qu'on appelait la première ligne au moment de la Covid, ce sont aussi des métiers en tension. Donc c'est y compris pour ces acteurs-là. Donc nous, notre conviction, c'est qu'il faut travailler avec tous les acteurs de la chaîne pour vous utilisez le mot mixité, et pour moi, il est très important. En fait, ce à quoi nous aspirons tous, c'est cette ville européenne, parce que c'est un modèle, et nous pouvons en être fiers, qui est cette ville où il se passe plein de choses, où les gens vont se rencontrer, où la culture, le travail, les biens de première nécessité, tout ça se retrouve là, et on ne va pas être tous identiques. L'identité, la peur de l'autre, et c'est une tentation qui est en filigrane dans notre société. Vous êtes d'accord avec ce que disait Jean-Christophe Fromentin? L'idée, c'est pas de représenter, de rivaliser avec Macao ou Singapour. Surtout mais c'est de garantir et de garder cette spécificité un petit peu irrationnelle, culturelle, qui est une exception française, qui est très visitée, qui est de l'ordre du sacré, et qui n'est pas marchandisée, ni même représentée en classe d'actifs à investir, mais qui crée cette distinction. Ah oui. Vous partagez complètement ce point de vue. Totalement. Une question, Olivier Marin. Oui, vous l'évoquiez tout à l'heure, et dans le cadre des transformations, c'est les projets autour de la construction hors site. Oui. Justement, on rappelle, c'est le fait de construire en usine un certain nombre d'éléments qui sont assemblés donc directement sur le chantier, les façades, les planchers préfabriqués, le modulaire, salle de bain, etc., etc. Tout ce qui permet en fait de travailler en amont des éléments de qualité en usine ou en atelier plutôt que de les réaliser directement sur le chantier. Donc ça permet de réduire les délais de construction, ça permet de limiter les nuisances, moins de rotation de camions, moins de bruit, moins de poussière. La conséquence, c'est une meilleure acceptabilité en fait des riverains, et puis en utilisant moins de matière. On sait que les Allemands, typiquement, produisent 20% hors site. Où en est-on aujourd'hui, et notamment sur le Grand Paris, est-ce que ça se développe? Alors, effectivement, on a des exemples dans d'autres pays, les Allemands, les Suédois, les Britanniques, qui sont en pointe sur ces sujets, et avec un résultat qui est très intéressant, parce qu'ils ne sont pas partis il y a très longtemps. Il y a 15 ans, ils étaient quasiment au même niveau auquel on était nous-mêmes il y a 2-3 ans. Et avec quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, dans ces pays, la construction hors site, c'est aussi 20% moins cher. Et plus de qualité. Aujourd'hui, nous en sommes au début. Moi, j'ai l'honneur de présider l'association qui fédère la filière que nous avons créée avec Grand Paris Aménagement et quelques autres. Et aujourd'hui, on est à peu près en France à 3-4%. 3-4%. Voilà. D'accord. Donc déjà, super, on a un potentiel de croissance. Peut-être le point le plus important sur la filière hors site, c'est que il y a une nécessité pour bien faire un projet hors site qui est une opportunité fantastique, et deuxièmement, il y a une condition du développement. Cette nécessité, c'est le dialogue. On ne peut pas faire un projet hors site intelligent si l'architecte, le promoteur, l'entreprise et l'industriel ne travaillent pas ensemble dès le départ. Donc, il faut de la pédagogie au départ. Ouais. On est en mode BIM, là. On est complètement en mode BIM, on est en mode projet. Voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Building Information Management Model. Tout à fait. On peut aussi parler du BOSS, le Building Operating System, qui permet effectivement de compléter les œuvres. En fait, c'est pas un logiciel, c'est une vraie méthode. Tout à fait. C'est juste travailler ensemble plutôt que travailler chacun dans son couloir de nage. Et d'ailleurs, je le dis souvent, l'objectif de la filière hors site n'est pas qu'on construise tout hors site, et qu'on revoie nos manières de penser et de travailler le projet. Les freins sont culturels avant tout. Totalement. Sur des modèles, en fait, chacun essaye de garder un peu. Oui, tout à fait, parce que tout simplement, on est tous pareils, on va à l'essentiel. Donc, et le deuxième point, et ça, nous sommes engagés Grand Paris Aménagement, c'est que pour développer une filière, surtout industrielle, il faut de la visibilité. C'est clair. Ouais. Grand Paris Aménagement, nous sommes engagés 80% de notre production en hors site d'ici 2031. Et on est sur le chemin.
Et c'est plutôt très enthousiasmant. Et donc vous créez effectivement ces dynamiques. Vous restez avec nous, Stéphane Defay, et encore un immense merci d'avoir accepté d'être avec nous sur le plateau. On va recevoir les amis, comme c'est la tradition, mais un petit peu revu et restreint pour donner plus de parole effectivement à nos partenaires. On va recevoir dans quelques instants l'hôte de ces lieux, dans ce lieu magnifique qui a construit cet immeuble. C'est le siège régional de Nexity, je le rappelle. On va accueillir Joris Delapierre et nous enchaînons ensuite dans la suite de notre programme avec notre super notaire parisienne, Nathalie Gouzy-Goussuaz. Je vous promets, ça va être un moment exceptionnel. Les clés de la ville, la vie ensemble, avec Nexity. Je suis ravi de recevoir sur le plateau, l'hôte de ces lieux, Joris Delapierre, bonjour. Bonjour à tous les trois, ravi de vous accueillir sur cette belle voûte en bois. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de la région Île-de-France, et vous êtes également, je peux le dire, puisque maintenant c'est public, vous avez été nommé au comité exécutif du groupe Nexity. Bravo, félicitations. Ouais, c'est bon, merci. C'est un sacré parcours. Vous avez une charge à la fois mentale et opérationnelle très lourde. Vous êtes dans une région qui est très très forte et très puissante. Je vais vous demander, si vous voulez bien, peut-être de nous rappeler le périmètre de Nexity, mais aussi de rappeler que Nexity est très ancré dans le territoire. Que Nexity reste encore le premier promoteur pour le logement abordable également, que vous nous rappeliez un peu ce qu'on appelle en langage commun les éléments de langage, mais en tout cas pour mieux vous connaître et mieux vous appréhender. Bon alors, Nexity, c'est le premier opérateur immobilier de France, qui produit à peu près entre 11 000 et 12 000 logements par an sur l'année 2024-2025. Sur l'Île-de-France, on se bataille pour rester le premier, et c'est pas facile, mais je sais que toutes mes équipes sont au travail tous les jours pour ce faire. Cette année, on va livrer 3000 logements neufs, hors réhabilitation. Je mets la réhabilitation de côté, puisque c'est aussi un enjeu fort du groupe Nexity sur tout ce qui est régénération urbaine, transformation d'actifs. Là, on parle que logements neufs, environ 3000 logements livrés. Et on est organisé sur l'Île-de-France sur un maillage territorial départemental. Tout l'enjeu, c'était de savoir si on s'organise sur la métropole, la Grande Couronne. Finalement, on s'est réorganisé sur des agences départementales pour être le plus agile possible. Et je rejoins l'avis de Stéphane pour être finalement au plus près du territoire de nos élus qui connaissent parfaitement justement les besoins de la population. Parce qu'on a une grande chance chez Nexity et sur l'Île-de-France, c'est qu'on a un territoire francilien qui est hyper actif, où finalement on est passé d'une crise de la demande à une crise de l'offre. Et la preuve en est que nos tout derniers lancements commerciaux se sont excellemment bien passés. Donc, sur chaque département du territoire, on a une demande et à nous, justement, de pouvoir mettre un bien en fonction de cette demande. Voilà. C'est vraiment le client et la vision du client qui va déterminer une action de notre part. Alors, il faut rappeler, effectivement, Joris, que c'est dans l'ADN de Nexity, ce combat pour le logement, qui a été mené de front par le président emblématique qui était Alain Dinin, et à la succession maintenant de Véronique Bédague, qui a achevé effectivement de transformer Nexity. C'est quelque chose, c'est une vision partagée avec GPA, justement le durable et l'abordable, avec effectivement l'innovation chevillée au corps, parce que le hors-site, vous n'avez pas attendu que ce soit la mode pour le faire, vous le pratiquez déjà. Moi, je vous propose qu'on entre tout de suite vraiment dans le détail. L'Île-de-France, c'est une demande très forte et qui est une offre toujours aussi tendue. On peut comprendre pourquoi, bien évidemment, c'est la capitale. Même question, c'est qu'on se loge pour combien si on veut accéder à la propriété? À Paris, en moyenne, si on prend la moyenne francilienne sur le neuf. Alors, prix d'achat au mètre carré. C'est extrêmement hétérogène, évidemment. On oscille entre des prix en grande couronne. Alors, on parlait de l'agglomération de Meaux, par exemple, ou de la grande couronne de Seine-et-Marne, ou de la grande couronne, en effet, yvelinoise. On commence à 2700, 2800 euros TTC, parking inclus, et on arrive évidemment à des prix qui sont au-delà de 10 000 euros du mètre carré. Bien sûr. Sur de la petite couronne. J'aimerais bien travailler d'ailleurs chez Monsieur Fromentin, avec grand plaisir à Neuilly. Je pense qu'on serait sur des prix au mètre carré qui seraient au-delà de 15 000 euros quasiment aujourd'hui, puisque la demande est telle et l'offre est quasiment inexistante. Oui, il y a des records qui ont été battus d'ailleurs récemment rue de l'Odéon, avec des prix au mètre carré qui ont dépassé les 42 000 euros, par exemple. Et là, on est plus du tout dans le même monde. Est-ce qu'on se loge? Est-ce qu'on peut louer aujourd'hui, Joris Delapierre, un logement neuf, accessible à la location? Si oui, il y a une offre qui existe. Quel est le prix moyen de la location? Est-ce que vous avez des tendances là-dessus, au mètre carré?
Alors là aussi c'est variable et étonnamment parlant, le rendement locatif et le prix du mètre carré de loyer n'est pas corrélé avec le prix du mètre carré de la vente d'un appartement. Ah bon, pourquoi ? Parce que je pense que tout ça est lié à un historique avec tout ce qui est notamment l'investissement, la question des plafonnements, des loyers Pinel, etc., qui n'existent plus aujourd'hui, mais c'est resté quand même d'actualité. Le Pinel, qui était d'ailleurs une formidable mesure. Et d'ailleurs, la Cour des comptes avait rendu son rapport, vous savez, sur la loi Pinel, en disant que la loi Pinel, c'est un dispositif qui favorisait l'investissement, un dispositif de défiscalisation qui avait porté ses fruits. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, là, c'est totalement révolu et je ne pense pas, mis à part quelques dispositifs, peut-être que le statut du bailleur privé sera on va en parler tout à l'heure. Au sein des prochains enjeux, pardon, mais en moyenne, on peut estimer qu'en Île-de-France, sur l'ensemble du territoire, on est entre 15 et 20 euros du mètre carré en loyer par mètre carré habitable. Voilà. Est-ce que ce chiffre-là, sur le neuf... Quand le Pinel était sur une zone A à quasiment 13 euros. Voilà. Okay. C'est pas des chiffres délirants quand on prend la tension locative en Île-de-France, Stéphane Lefebvre, sur le prix à la location mètre carré, ça vous paraît cohérent? Alors, tout à fait, c'est la réalité. Après, la question de la tension locative, c'est aussi le pouvoir d'achat finalement des ménages. Bien sûr. Que finalement, une valeur dans l'absolu, si les gens sont très bien payés, c'est supportable. Mmh. Et on voit qu'aujourd'hui, on a des phénomènes qui se diffusent, de difficultés d'accès au logement. Il y a le logement social d'un côté, mais finalement, il y a un espèce de trou. Et qui était comblé par le logement intermédiaire. Et d'ailleurs, je reprends vos propos là. On peut pas ne pas en parler parce qu'on est quand même un peu journaliste de temps en temps. Il y a quelques jours, le député Philippe Juvin avait introduit un amendement à l'Assemblée nationale. Je vous rassure, il n'a pas été adopté, il a été retoqué immédiatement. Consistait à dire pour ceux qui étaient dans le parc social locatif qu'au bout de 20 ans de bons et loyaux services de paiement des loyers, à condition qu'ils se tiennent bien, qu'ils descendent bien les ordures, etc., eh bien on leur ferait cadeau de leur appartement. Bon, ne riez pas, c'est vrai. Voilà, ne riez pas, c'est vrai. Absurdistan total, mais c'est intéressant puisque ça reprend un peu ce que vous disiez sur le pouvoir d'achat à la location. Joris, c'est beaucoup plus intéressant de louer dans le neuf parce qu'il y a plein d'avantages. Sobriété énergétique, le parking, l'emplacement, voilà. On peut pas ne pas tarir des loges sur la location dans le parc neuf, n'est-ce pas? Certes, mais aujourd'hui la rentabilité pour investir dans du logement neuf, elle n'est plus d'actualité aujourd'hui sur des prix. Alors, il faut savoir que 80% de notre production, même 90% de notre production aujourd'hui sur l'année 2025, c'est de la résidence principale. C'est-à-dire que l'investissement a quasiment totalement disparu. C'est primo-accédant ? Principalement primo-accédant, principalement en zone de TVA, ce qu'on appelle réduite. Voilà. Parce que primo-accédant, les amis, c'est ceux qui achètent pour la première fois. Voilà, avec une TVA à 5,5, donc avec des logements qui deviennent de plus en plus abordables. Il y a eu un effet prêt à taux zéro ou pas? Parce que ça, c'était une mesure vraiment importante. Oui, et d'autant plus sur la maison individuelle. On a parlé de la maison individuelle. Le prêt à taux zéro qui est revenu sur la maison individuelle en avril dernier a déclenché, et là, on a les premiers effets escomptés, justement, un renouvellement de l'offre et de la demande sur du terrain à bâtir et de la maison individuelle. On peut le dire à ceux qui nous écoutent, acheter du neuf, c'est un pari gagnant quand on est en résidence principale. On est obligé de faire une opération financière. Déjà, acquérir son bien, c'est bien, c'est une épargne finalement inversée, parce qu'on a trop souvent financiarisé l'idée de l'achat. L'important, c'est d'abord de se loger dans des bonnes conditions et décemment. Exactement. Donc, ça vaut toujours la peine. Les primo-accédants, c'est hyper pratique. C'est une nécessité. Vous aviez dit la TVA 5,5, ça a un impact sur le prix, mais les frais de notaire également, ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux. Les DMTO, ce qu'on appelle. Aujourd'hui, dans quasi 100% de nos opérations, on offre les frais de notaire, et évidemment dans le neuf, ils sont réduits. Ce sont des offres commerciales. Alors évidemment, elles sont impactées par un million d'opérations, mais nous, on doit accompagner aussi nos primo-accédants. On abonde également leurs besoins de CFNO ou de ce que leur demande la banque. La banque aujourd'hui demande toujours un apport, et l'objectif de Nexity, c'est finalement qu'on puisse
faire accéder à la propriété des locataires qui sont issus soit du parc social, soit du parc privé. Je reviendrai au parc privé de la rentabilité, justement. Mais c'est vraiment ça, et c'est de les accompagner au quotidien. Et quand un couple, un jeune ménage d'une trentaine d'années n'a que 5 000 euros d'apport, tout notre enjeu, nous, c'est justement d'abonder, de doubler leur apport pour leur permettre d'avoir... C'est ce que d'ailleurs vous avez lancé, puisqu'on a fait des simulations avec la direction commerciale de votre groupe, incarnée par Paul Lassalle. Tout à fait. Très truculent Paul Lassalle, avec son accent très sympathique. C'est un plaisir d'écouter. Toulousain. On peut aller jusqu'à, effectivement, quelqu'un qui n'a pas forcément les apports, vous savez, nécessaires pour les banques. Non seulement, dans une certaine mesure, bon, je caricature un peu, vous vous substituez à lui, mais quelque part, vous rendez possible, en termes de pouvoir d'achat, un rêve qui était inaccessible pour beaucoup de Français. Et ça, vraiment, il faut le dire, puisque en plus, vous le faites dans des conditions extrêmement intéressantes. Vous avez fait un deal avec le Crédit Lyonnais sur une offre. Je rappelle que ce deal se cumule également avec le prêt à taux zéro dont parlait Olivier Marin. Donc, si on calcule le prêt à taux zéro plus la bonification des prêts sur lesquels vous avez déjà négocié, alors bien évidemment, pour être client du Crédit Lyonnais, mais on peut ouvrir un compte au Crédit Lyonnais, il y a de bonnes conditions, etc. Ça peut aller jusqu'à 40% du prix de l'acquisition du bien. Même plus, puisque le prêt à taux zéro au départ permet de couvrir jusqu'à 50% le prix d'un logement neuf. C'est 30% pour la maison individuelle et 50% pour un appartement neuf. Est-ce que ça marche? En fait, alors ça cartonne, évidemment. C'est ce qu'on appelle le loyer égal crédit, pour chez nous, dans le terme barbare. Non, mais c'est intéressant Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'en fait, on apprend et on donne envie à des locataires de devenir acquéreurs. Ils n'étaient même pas au courant qu'ils pouvaient accéder à la propriété. C'est ça l'enjeu, en fait. C'était que on va les chercher. Vous rappelez qu'ils payent le même prix de loyer. C'est pour ça que c'est le loyer égal crédit. C'est de expliquer, madame, monsieur, aujourd'hui, vous payez 700 euros de loyer dans le parc social ou dans le parc privé. Bonne nouvelle, demain, vous allez payer la même chose. Pour l'équivalent. Pour la même chose en devenant accédant à la propriété. Il y a juste pas photo. C'est une bonne nouvelle. Olivier Marin. Alors justement, vous l'évoquiez, parce que beaucoup de promoteurs nous ont dit que ça a été un coup quand même très dur, c'est la fin du dispositif d'investissement locatif Pinel. Quand on sait que pendant des années, en fait, ça tenait sur la production des logements sur ces deux leviers, c'est-à-dire à la fois aux accédants, donc aussi avec le prêt à taux zéro, et puis d'un autre côté, la part des investisseurs. Pendant longtemps, c'était 50-50. Et puis, plus de dispositifs d'investissement locatif Pinel. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que loueur en meublé non professionnel, est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Comment inciter à investir dans le neuf aujourd'hui? Alors, je vous avais dit, aujourd'hui, 10% de notre production, c'est à peu près de l'investissement. Et sur ces 10%, on a un tout petit peu de patrimonial. Et le reste, c'est du LNP géré ou non géré, principalement de l'étudiant. On a une vraie problématique sur les résidences seniors qui, aujourd'hui, font face à une crise majeure. Alors, c'est absolument paradoxal parce qu'on a une population qui vieillit, qui a de plus en plus de besoins. Et par ailleurs, on a cette crise sur les résidences seniors où aujourd'hui, plus aucun exploitant ne se positionne pour des questions d'équilibre économique et de rentabilité finalement de l'exploitation. C'est pas le côté promotion, c'est l'exploitation qui pêche. Bon. Qu'est-ce qu'on en attend, sincèrement Aujourd'hui, j'en attends plus grand-chose. Mais comment ça, c'est alors ça, c'est la question. C'est une question à $1 million. Et je pense que la question du Pinel est-ce qu'on était sous perfusion? Certains disaient qu'on était sous perfusion, d'autres non, etc. Il y a toujours eu des mécanismes certains disaient que ça avait un effet inflationniste sur les prix. Avant, c'était le Périsol. Avant ça, je crois qu'il y a eu Dorobien, le Pinel avec du faux. Maignerie, Besson, Périsol, Girardin. Je suis pas certain que ça revienne à l'ordre du jour dans les prochaines années. En revanche, ce qui pour nous est extrêmement important et sur lequel on s'accroche, c'est ce que vous avez dit, le PTZ, le prêt à taux zéro. On a de grosses craintes à ce que le PTZ puisse disparaître à l'aube 2027-2028. Ça serait pour nous catastrophique parce que là, on touche directement finalement au portefeuille, aux besoins des ménages. C'est quand même 40% de leur porte-monnaie, le logement. Il faut le pérenniser, en tout cas. Voilà, donc il faut absolument le pérenniser parce qu'en plus, c'est la génération de demain qui doit se loger, c'est une absolue nécessité. On n'est pas dans l'investissement. Mais j'ai une information pour vous, mon cher Joris. Il y a des élections en 2026 et en 2027. Ça ne m'a pas échappé. Donc, quand les passe, croyez-moi que la carte électorale, quand les Français passeront aux urnes, je pense que vous serez certainement exaucé de vos vœux et que le PTZ sera pérennisé. Juste pour rappeler, vous avez raison, et je pose la question à Stéphane Defay également, on vous a accusé, vous les promoteurs, d'être sous perfusion fiscale, d'être finalement sur une économie quasiment administrée. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Or, la Cour des comptes, depuis 1984, depuis la loi Maignerie, vous savez, 1984, donc ça fait plus de 40 ans qu'on a des lois qui ont toujours produit du logement
et trouver un équilibre économique, même dans la dépense de l'État. Ça a dû vous faire sourire quand vous avez vu le résultat de la Cour des comptes, précisément alors que le Pinel allait s'arrêter. Et je trouve que c'est une drôle d'ironie du sort. Vous en pensez quoi, vous, Stéphane Defay, sur le fait qu'il faut aider à la pierre, à la fois les investisseurs, mais également, comme le rappelait très justement Joris, tous ceux dont le rêve était inaccessible d'accéder à la propriété? En fait, il y a deux choses. Le rendement pour l'État du Pinel, je pense que personne ne le discute. Le problème, c'est que le Pinel avait des effets très pervers. On a construit dans certaines villes où il n'y avait pas de besoin. Et c'est ça finalement la question. Et il y a eu... Est-ce que c'était pas marginal, franchement? C'est souvent la réponse que l'on a, Stéphane. Alors je vais juste vous donner un chiffre. Oui. Est-ce que vous savez combien on a construit de logements par nouveau ménage sur les 15 dernières années? Non, je vous écoute. 2,5. Pour chaque nouveau ménage, on a construit 2,5 nouveaux logements. Et avec ça, on n'a pas réussi à résorber tous les problèmes de mal logement qui sont très réels. Là, il y a une incohérence dans le chiffre. Parce que quand on voit la tension actuelle, c'est difficilement explicable. Ces chiffres sortent d'où, Stéphane Defay? Ces chiffres, c'est uniquement l'agrégation des chiffres de l'INSEE, statistiques dessus. Okay. Je veux dire, il pourrait être sujet à interprétation? Pas les chiffres, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon, ça c'est autre chose. Et c'est vrai que le Pinel, et c'est pour ça que le gouvernement l'avait arrêté, c'est pas tellement pour des questions de coût, c'est vraiment pour des questions de ces effets pervers. Et toutes les réflexions qui ont eu lieu ces derniers mois autour du statut du bailleur privé sont intéressantes parce que elles visent aussi à gommer ces effets pervers. La question de la rentabilité pour un investisseur particulier, c'est une question. Là où je rejoins complètement Joris, c'est que la question, je pense qu'il ne faut pas que les promoteurs, et Nexity n'a pas attendu ça pour se reposer les questions, il ne faut pas que les promoteurs attendent de l'extérieur des choses nouvelles. Il y a vraiment une question de réinventer un métier qui a profondément changé ces dernières années, sur le neuf, mais aussi sur la réhabilitation. Pour terminer sur le sujet, c'est toujours important pour nous d'illustrer par le propos les opérations que vous menez. C'est ce qu'on fait avec vous depuis plusieurs années maintenant dans tous les territoires, parce que je rappelle que vous avez une très grosse capillarité géographique. Vous êtes présent sur tous les territoires, y compris les territoires en tension. J'aimerais qu'on parle de l'opération le Carré Noyer, le Clos Champeau. C'est deux projets qui, à mon sens, incarnent parfaitement ce qui représente l'ADN de l'innovation chez Nexity, et également ce principe clé d'accession à la propriété. Vous nous en parler? Alors, le Carré Noyer, évidemment, c'est fait avec mon acolyte du jour et avec Stéphane en copromotion, qui plus est sur Bondoufle. C'est une opération où on n'oppose pas logement abordable et justement innovation, puisqu'on est en hors-site. Alors, on est en 2D, on n'a pas réussi à être en 3D, certes, mais on essaiera la prochaine fois, mais c'est déjà une belle performance avec Mètre Cube. À des prix quand même où on est en dessous de 4 000 € en TVA 20, donc il y a un équilibre économique qui est extrêmement compliqué, d'où l'enjeu justement. Il faut rappeler que le Bondoufle, c'est hyper accessible, c'est très pratique, il y a des accès autoroutiers, voilà. il y a le RER, c'est très bien desservi, bien sûr. C'est très agréable comme territoire. Bien sûr, mais tout l'enjeu, c'était justement de trouver un équipe qui fonctionne avec des enjeux environnementaux, des enjeux d'innovation qui étaient portés par GPA, et une réalité de marché qui est quand même un territoire essonien où certes il y a des axes structurants, mais il y a une réalité de marché, il fallait vendre en dessous de 4 000 € et c'était l'objectif. Ça a été un réel succès, enfin en tout cas ça l'est jusqu'alors. Je pense que d'ailleurs l'ensemble des équipes sont ravies de travailler ensemble et ça prouve justement c'est livré cette envie. Fin 2027. Oui, là on va acheter le terrain prochainement, évidemment. Et est-ce que les clients peuvent se positionner en acquisition, ce qu'on a c'est déjà lancé commercialement et ça a été un succès puisque je crois qu'on est, alors je cherche des collaborateurs qui ne sont pas là, mais il y a une quarantaine de logements déjà réservés. D'accord. On peut encore y aller, on peut vous inciter d'aller sur le site de Nexity. Voilà, c'est à Bondoufle, vous allez voir, c'est magnifique. Et j'insiste, opération mixte. Logement pavillonnaire, et collectif. Donc 27 maisons individuelles, 45 en accession, 67 logements sociaux sur 139 unités. Franchement, c'est la preuve par l'exemple. Rapidement, sur Chanteloup-les-Vignes et sur le Clos Champeau, 100% logements en accession avec une TVA réduite. Alors, on est à Chanteloup-les-Vignes. Sincèrement, je ne sais pas si vous connaissez Chanteloup-les-Vignes, qui malheureusement est assez connoté, à tort d'ailleurs, puisque c'est un ensemble principalement pavillonnaire et parce qu'en effet il y a eu un ensemble des années 70 qui a été moi je suis originaire des Minguettes et je peux vous dire que fut une époque on n'avait pas vraiment la cote aux Minguettes
Donc pas beaucoup voilà. d'opérateurs qui veulent venir sur ce type normalement de communes. Nexity a été, je pense, précurseur quand on est venu à Clichy-sous-Bois, quand on est venu à l'époque à Garges-les-Gonesse. Et là, c'était pour un petit peu montrer ce qu'était le loyer égal crédit, cette fameuse volonté de faire acquérir à la propriété des ménages issus du parc social et du parc locatif. Et là, c'est un réel succès puisqu'on est à 3 500 € du mètre. Donc, logement abordable encore, évidemment. Et là, on a des mensualités qui sont sur un 3 pièces à 750 €. Donc, qui tombent pile poil finalement dans la recherche et dans le bien d'un logement locatif actuel. Ouais. Un immense merci à vous. Dans quelques instants, vous restez avec nous. On va recevoir la notaire, la plus connue en France. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. On va l'attendre dans un instant. Elle s'appelle Nathalie Cousigou-Suas. Les clés de la ville. Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. Bonjour Nathalie Cousigou-Suas. C'est notre ami Olivier Marin qui va commencer à vous poser la première question. Bonjour et merci effectivement d'être avec nous pour nous éclairer. Là, on a parlé beaucoup d'immobilier neuf. On va parler maintenant d'immobilier ancien et notamment sur Paris et par extension le Grand Paris, en tout cas l'Île-de-France, de faire justement un point avec vous sur l'évolution des transactions, l'évolution des prix, parce que ça bouge pas mal, notamment dans la capitale. Où en est-on déjà en termes d'activité ? On frémit un petit peu dans la capitale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous achetez un bien immobilier chez le notaire, vous devez impérativement passer chez le notaire. Eh ben, les notaires, le Conseil supérieur du notariat, ont mis en place un système qui permet de transmettre ces données donc sur un site qui permet d'avoir en temps quasi réel les prix vraiment de vente exact et non pas ce que les gens veulent en retirer. Donc c'est vraiment une statistique très fiable et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les prix dans un territoire donné, dans un quartier donné, donc c'est très fiable. Alors que se passe-t-il à Paris et dans la grande couronne et la petite couronne ? Il y a eu au début de l'année, le marché immobilier en volume a été légèrement boosté parce que vous savez peut-être que, à l'occasion de la loi de finances 2025, les départements ont été autorisés à augmenter les frais de mutation, ce qu'on appelle la TOR, les frais de notaire. Donc on a eu un appel d'air. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu régulariser avant le 1er avril 2025, puisque pour ceux qui n'étaient pas primo-accédants, on avait une augmentation de ces fameux frais, souvent de 0,5%, ce qui était conséquent. Mais aujourd'hui, ce petit rebond, il s'est un peu canalisé. Donc, il y a 3 caractéristiques pour le marché francilien. En fait, vous avez une timide reprise, on espère qu'elle va se maintenir, une consolidation des prix et surtout, dans tout notre territoire francilien, vraiment une grande hétérogénéisation des prix. C'est-à-dire, on l'a vu d'ailleurs avec le neuf, mais on l'a aussi vu dans l'ancien. C'est-à-dire que selon les arrondissements, selon les villes, selon le département, vous avez vraiment une grande des prix qui vont du simple au triple. Alors, les écarts, on s'aperçoit quand même qu'à Paris, vous avez une baisse de volume sur l'année, alors pas des prix de volume, de 12%. Moins de ventes, donc d'appartements. Moins de ventes sur Paris, donc moins 12% de volume. Alors, en revanche, c'est la petite couronne et la grande couronne qui bénéficient d'une augmentation des volumes, mais avec des territoires disparates. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, c'est moins 1% de volume. En Val-de-Marne, c'est plus 7. Ah, quand même. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une forte disparité. Et le marché, actuellement, en volume est tiré vers le haut. Vous savez comment ? Avec le marché des maisons individuelles anciennes, et notamment dans la grande couronne, où là, on a une augmentation du volume de 14%. Donc, vous voyez, en fait, grande couronne, maison individuelle ancienne, on a plus 14% de volume. Donc, ça, c'est les volumes. Très bien. Alors, on va voir justement au niveau des prix, et Maître, vous commenciez à l'évoquer. Et notamment, au sein de la capitale, on peut passer du simple au double. Exemple, entre le quartier Pont de Flandre, dans le 19e arrondissement, on a un prix moyen de 6 500 € par mètre carré. À l'opposé, les plus chers, Odéon, Saint-Thomas-d'Aquin, sont à plus de 15 000 € par mètre carré, c'est-à-dire près de 10 000 € Exactement. de mètre carré d'écart au sein de la même ville. Au sein de la même ville. Alors, je vous ai fait un petit, effectivement... Ça peut même monter plus haut. Ça peut même monter plus haut, puisqu'on a entendu, c'est ce que disait notre ami Sylvain, on a attendu des prix à Odéon de fou, effectivement, de 30 à 40 000 € du mètre carré, place Fürstenberg aussi, dans le 6e arrondissement. Alors, je vous ai fait un petit podium des quartiers les plus accessibles, si on peut dire, et des quartiers
les plus chers, eh ben, Attendez, selon je note. Hein, selon les notaires de France, et donc selon les vraies statistiques, donc je vous ai fait notre petite statistique, hein, et le premier, the winner is, le quartier de Saint-Thomas d'Aquin, c'est dans le 7e. Wow. Hein. Le deuxième, c'est les archives. Hein. C'est la rue des Archives. La rue des Archives, c'est-à-dire dans le 3e. C'est le centre Georges Pompidou, hein, faut le rappeler. Voilà, exactement. Pompidou, ouais. Georges Pompidou qui a bientôt fermé pour une belle rénovation. Et enfin, 6e, c'est l'Odéon. Et les quartiers les plus abordables, eh ben, c'est dans l'Est parisien, 19e et 18e. Donc le premier, c'est le Pont de Flandre. D'accord. Le deuxième, c'est Chapelle. Et le troisième, c'était le quartier cher à Nana dans Zola, la Goutte d'Or. Hein, donc vous voyez un peu et donc on arrive effectivement, comme vous dites Olivier, donc Chapelle, un prix moyen de 6 510 et notre winner, quartier Saint-Thomas d'Aquin, 15 090, mais c'est un prix moyen, lissé. Hein, il est bien évident qu'il y a à l'intérieur de cette courbe, vous avez plus ou moins. Et là, vous voyez toutes ces diversités. Et les écarts peuvent se creuser encore davantage. Alors, on remarque quand même qu'à l'occasion de la crise, c'est les arrondissements qui étaient les plus chers qui ont le plus baissé. Hein, parce qu'il y a une difficulté d'accession. Quand même, aujourd'hui, qui peut acheter à Paris? C'est soit des gens qui étaient déjà propriétaires et qui achètent. Ou la clientèle étrangère. Ou la clientèle étrangère. Surtout la clientèle étrangère. Oui, mais alors pas dans tous les quartiers. Non, pas dans tous les quartiers. C'est concentré dans certains quartiers, d'une part. Et d'autre part, on s'aperçoit que l'accession à la propriété est aussi facilitée par les solidarités intergénérationnelles. C'est-à-dire qu'il y a des primo-accédants qui achètent grâce à de l'aide familiale. Bien sûr. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Alors, à ce propos... Et dans les donations. Alors, les donations. Alors, à ce propos, dans le neuf, justement, la loi de finances, elle a permis, jusqu'au 31 décembre 2026, de donner en plus à ses enfants, à ses petits-enfants, ou quand on n'a pas de descendance, à tonton et tati, 100 000 euros par tête, hein, pour acheter dans le neuf, dans la limite de 300 000 euros par bénéficiaire. Donc, il faut déjà avoir une... Net d'impôt, hein. Net d'impôt, il faut déjà avoir quand même une famille fortunée. Hein. Oui. Mais on peut donner moins. On peut donner moins, bien sûr. C'est le plafond, Olivier. On en tête ce prix de 100 000, 300 000 euros en disant, bon, ça concerne que les riches et tout ça, on peut donner aussi beaucoup moins. On peut donner beaucoup moins. Ce qui est intéressant, c'est ça se cumule avec les autres plafonds de donation. Ça, c'est exceptionnel. C'est pour relancer le marché du neuf. Je n'ai pas vu un énorme frémissement grâce à ça, à cause de ça. Pour ceux, ça avait été présenté comme la formule par le ministre de l'époque. J'aurais pu la donner, mais on va prendre des numéros maintenant pour les ministres. Ouais. Tout le monde n'a pas la chance. Moi, j'aurais adoré. Pas la chance, bien sûr. Moi, j'aurais bien aimé d'avoir des parents qui me donnent un peu de sous pour démarrer dans la vie. Tout le monde ne peut pas. On va dire qu'une majorité écrasante de Français n'ont pas les parents qui leur permettent d'avoir l'apport pour démarrer dans la vie. Bon, alors parfois, c'est papy et mamie. Voilà. Ça, vous le savez aussi. Hein. Donc ça saute une génération. C'est des donations transgénérationnelles. Mais effectivement, c'est de plus en plus difficile. Et ce qu'on peut déplorer, effectivement, c'est que pour le marché de l'ancien, il y a peu d'aide. Ça a encore été fragilisé par l'augmentation des frais de mutation. Il y a la loi de Normandie qui est encore en vigueur. Il y a la loi de Normandie qui est encore en vigueur. Donc c'est vrai que le marché de l'ancien n'est pas du tout favorisé. Alors, maître, avant de passer, comme le veut la tradition, au conseil pratique, juste un mot, vous l'avez évoqué, sur les prix dans la capitale, mais l'évolution des prix en région parisienne. Mais les notaires de France, avec les notaires de France, vous pouvez avoir tous les prix. Alors, je vous avais préparé un petit florilège, en fait, de communes. Par exemple, en petite couronne, vous pouvez, alors, le prix moyen à Neuilly, en petite couronne 92, Neuilly-sur-Seine, puisqu'on a vu tout à l'heure le maire de Neuilly, le prix au mètre carré moyen, c'est 10 830 euros. Et dans la très belle commune de Créteil, qui est la préfecture du Val-de-Marne, 3 630. Donc, vous voyez, simple au triple. Hein. De même pour les maisons. Vous savez peut-être que le Figaro, il fait tous les mois de janvier, classement des villes. Rueil-Malmaison, par exemple, a été élu parmi les villes les moins stressantes de France. Ça a un coût, puisque le prix moyen des maisons, c'est environ 863 000 euros. Au rebours, vous avez de très belles villes
du Val-de-Marne. Par exemple, Sucy-en-Brie, que j'aime beaucoup, qui est une ville très verte. Ça tombe très bien, j'habite tout à côté. Et ben voilà, beaucoup d'espaces verts, une grande énergie associative. Et ben Sucy, vous pouvez avoir une maison pour, c'est pas mal quand même, mais 387 400. Ça s'invente pas. Donc vous voyez, on est quand même, c'est déjà plus abordable. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de Sucy à Sucy qu'à Neuilly-sur-Seine. Mais voilà. Donc, on s'aperçoit que ce qu'on pouvait acheter, par exemple, en janvier 2022, cher Olivier, vous pouviez acheter un appartement de 65 mètres carrés pour un certain montant de crédit. Bah, aujourd'hui, l'appartement s'est rétréci, puisqu'au lieu de, effectivement, 65 mètres carrés, vous pouvez n'avoir plus que 58 mètres carrés. Donc la conclusion, il faut se lancer dans l'immobilier parce qu'effectivement, c'est toujours plus sympa de jeter de l'argent dans sa cour, comme disait mon arrière-grand-mère, puisqu'effectivement, au lieu de payer un loyer, vous payez à la banque et vous vous enrichissez, puis ça vous faites de l'emprunt forcé, effectivement. Mais il est urgent, effectivement, qu'on redynamise ce secteur. C'est ce qu'on dit. Avec le montant du loyer, il vaut mieux l'épargner. Exactement. Avec le statut du bailleur privé qui serait un appel d'air, puisqu'effectivement, les bailleurs privés... On va en parler un peu, si vous voulez bien. On va en parler. Du statut du bailleur privé, puisqu'il n'a échappé à personne, à l'heure où je vous parle, les amis, que nous avons un ministre de plein exercice, je rappelle, du logement, qui s'appelle Vincent Jeanbrun, maire de la Île-et-Rose. Et ensuite, il s'est présenté après la dissolution au Parlement et il a été élu. On le connaît très très bien, Vincent Jeanbrun. Il a été l'auteur notamment de ce fameux rapport qui consistait à dire fin du logement à vie, du logement social à vie. Vous vous rappelez, ça avait fait hurler dans les chaumières. Et donc le statut du bailleur privé a été réintroduit. Il avait disparu du projet de loi de finances, malheureusement, qui avait été initié avec forceps par Valérie Létard, laquelle il faut d'ailleurs saluer l'action, bien évidemment, et je le fais d'ailleurs. La dynamique. Je le fais d'ailleurs publiquement, elle se reconnaîtra, avec la disparition du statut du bailleur privé. Vous imaginez, Stéphane, ça a été dans l'air des mots. On a eu les appels en disant c'est une catastrophe, voilà. On va tous mourir. Bon. Et là, il y a un amendement qui a été réintroduit grâce à Vincent Jeanbrun. On peut espérer qu'il le soit et on verra d'ailleurs si la qualité de plein exercice lui permettra de gagner cet arbitrage. De réintroduire le statut de bailleur privé. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que on est passé de 4% d'amortissement à 2%. Voilà. Commentaire? Il me semble impératif. Vaut mieux prendre, entre ça et 0, on prend. Exactement. Voilà. Bien sûr. Des conseils pratiques. Justement, pour ceux qui se posent des questions en ce moment, dans cette période un peu trouble où on n'a pas tellement de visibilité, quels sont pour vous les fondamentaux, vos bons conseils pour ceux qui souhaitent acheter un bien immobilier ou vendre un bien immobilier? En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui? Alors déjà, les modalités de financement, ce qu'il faut, c'est effectivement voir ces modalités d'emprunt, puisqu'on sait que normalement, on ne peut pas emprunter au-delà de 33, voire 35% pour les revenus plus conséquents de ces revenus, voir son plan de financement. Puis je vais vous dire, moi c'est ce que je dis à mes clients, lorsque vous avez localisé la ville que vous voulez, à partir d'un certain moment, vous connaissez parfaitement les prix, surtout grâce au site des notaires, de tous les sites où vous pouvez avoir le prix moyen. Donc vous connaissez déjà, si vous achetez un appartement, il faut vous ménager les procès-verbaux des assemblées de copropriété des 3 dernières années, de regarder tout ce qui va se passer, le carnet d'entretien, les maisons, il faut regarder effectivement les diagnostics, si elle est bien isolée, si vous aurez... Donc il y a tout un tas de vérifications que vous pouvez faire aussi avec votre notaire, puis aussi si vous êtes un couple, si vous êtes une famille, voir la façon dont vous allez acheter. Le financement, est-ce qu'on va acheter en SCI, est-ce qu'on va acheter ensemble, comment on va faire pour se protéger si malheureusement les acquéreurs viennent à divorcer, viennent à décéder. Donc il y a tout un pôle qui passe non seulement de l'acquisition, du financement, mais aussi à la détention, à la conservation et puis à la transmission pour ses enfants. Que l'on précise, avant de conclure, cette première des Clés de la Ville, nouvelle formule pour l'année à venir, qui est une année électorale pour les maires, c'est aussi une façon de garder le contact. Nous serons le mois prochain à Caen, dans notre bonne vieille ville de Caen. On est ravis d'y retourner. Il est de tradition également, avec Olivier, on aime bien donner la parole à notre invité pour la conclusion et avoir un petit peu votre feedback. Je voudrais juste dire qu'on est dans une période d'incertitude, mais une période d'incertitude, c'est aussi de l'opportunité. Et je pense que tous ensemble aujourd'hui, professionnels de l'immobilier, mais c'est vrai aussi des acquéreurs, c'est une magnifique période aussi pour se lancer, pour se réinventer. Et finalement, ça c'est une chance, parce que tout est possible.
Je pense que c'est un très bon slogan. Très bonne conclusion. On est capable de le faire parce que tout est possible et finalement, ça reste très français de dire que tout est possible, puisqu'à l'impossible, nul n'est tenu. Je sais pas qui il a dit, mais je pense que c'est il a fait. Voilà, je peux le dire. Voilà, c'était Napoléon. Bien, et à en tout vaincre cas, sans péril, on triomphe sans gloire. Ah, bravo. Voilà. Et vous avez cité Nana à la goulette. C'est bien sûr le roman éponyme de l'histoire, de cette formidable histoire des Rougon-Macquart, etc. Je voudrais juste dire un mot et partager la tristesse de la mairie de Saint-Dizier. Nous avons appris que Philippe Delorme, l'historien qui vous avez fait ce reportage magnifique à Saint-Dizier qui avait été fait par notre producteur Grégoire Daricot, s'est malheureusement éteint il y a quelques jours à son domicile. Donc on a une pensée émue parce que c'est quelqu'un qui nous avait parlé de cette ville de Saint-Dizier. Vous savez, ces villes de Saint-Dizier qui étaient des villes parfois de garnison, des villes industrielles qui ont été un peu en déshérence, avec une passion toujours renouvelée. Voilà. Donc on transmet toutes les condoléances de la rédaction du Figaro et de Radio Imo à ses proches, bien entendu. Cette émission est terminée. Un prochain numéro des Clés de la Ville à Caen, bien évidemment. D'ici là, vous prenez soin de vous et je vous promets qu'on ira vous voir chez vous pour parler de votre logement et de l'avenir de l'immobilier dans notre pays. À bientôt.